Bienvenue dans Esprit Libre, la nouvelle émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Le bonheur n'est plus dans le pré. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours, 1 sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Les exploitations ferment les unes après les autres sans que les agriculteurs ne soient remplacés. Mais les agriculteurs ont décidé de faire entendre leur colère. Les tracteurs roulent sur Paris et désignent un coupable, l'Union européenne qui tuerait l'agriculture française à coups de traités de libre-échange, de normes et d'écologie punitive. Dans cette émission, nous avons voulu poser la question: l'Union européenne est-elle le vrai coupable ou est-elle un bouc émissaire idéal? Pour y répondre, 2 députés européens, Pascal Canfin, député Renaissance et également président de la commission environnement du Parlement européen, et François-Xavier Bellamy, député LR, député européen également. Depuis une semaine, vous vous invectivez, je dirais, ou vous vous interpellez, disons, à coups de tribunes, d'entretiens interposés, de tweets. Parfois, vous allez pouvoir vous expliquer face à face pendant 1 heure. Tout de suite, le face-à-face François-Xavier Bellamy, Pascal Canfin dans Esprit Libre. Pascal Canfin, François-Xavier Bellamy, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir pour parler pendant 1 heure des grands enjeux de fond de cette crise agricole. François-Xavier Bellamy, on va commencer avec vous parce que vous êtes l'homme par qui le scandale arrive, si j'ose dire. C'est une tribune qui m'a inspiré cette émission, une tribune que vous avez publiée dans le Figaro et dans laquelle vous pointez la responsabilité écrasante, je cite vos mots, de la Commission européenne dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Vous pointez également nommément Pascal Canfin, que vous dites promoteur finalement de ce pacte vert qui fait beaucoup parler et des normes qui vont avec. Pourquoi ce coup de gueule, et est-ce que l'Union européenne est vraiment coupable, ou est-ce que vous vous exprimez maintenant parce qu'on est à la veille d'une campagne européenne? Non, cette inquiétude, ça fait des années que nous l'exprimons avec ma collègue Anne Sander, avec laquelle j'ai signé ce texte et qui a été pendant tout ce mandat en commission de l'agriculture pour défendre l'agriculture face à un agenda finalement très, très idéologique. Vous avez dit en commençant que nous nous étions invectivés. Je crois que c'est le point le plus important et il ne faut surtout pas mettre d'invective là-dedans. Au contraire, nous avons, et c'est un débat que nous partageons depuis des années avec Pascal Canfin, nous avons eu l'occasion de partager des visions qui sont divergentes et aujourd'hui, j'espère, nous allons pouvoir les expliciter pour tous ceux qui nous suivront. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes devant un choix décisif pour l'avenir, non pas seulement de notre agriculture, mais on en parlera peut-être plus largement, l'avenir de notre continent et de ce modèle de production en Europe que nous avons, me semble-t-il, le devoir de défendre. Or, ce modèle de production, il a été effectivement fragilisé de manière extrêmement dangereuse par les politiques menées au cours des dernières années par la Commission européenne et soutenues par des parlementaires au sein du Parlement européen, des parlementaires qui allaient de la gauche, parfois la gauche la plus radicale, aux Verts, aux socialistes et à certains membres du groupe Renew, notamment la délégation française de Renaissance. Et Pascal Canfin a été, comme président de la Commission de l'Environnement, l'un des grands artisans de cette stratégie. Vous avez évoqué le pacte vert. Le pacte vert, c'est beaucoup de textes. Nous en avons soutenu beaucoup ensemble. Je pense par exemple à la barrière carbone à l'entrée du marché unique. C'était effectivement un de nos engagements de campagne de 2019, c'est, je crois, quelque chose dont nous avions besoin pour mieux protéger le marché français, le marché européen, et pour reconstruire des conditions de concurrence loyales pour ceux qui produisent en Europe. C'est exactement l'inverse que font d'autres textes du pacte vert, et notamment celui qui nous a sans doute le plus opposé, un texte qui s'appelle « Restauration de la nature ». Ce texte avait pour but, dans la stratégie dite de la ferme à la fourchette, il y avait un ensemble de dispositions, et Restauration de la nature fait partie de cette stratégie, avait pour but de protéger l'environnement. On ne peut qu'être d'accord avec l'objectif, mais les moyens qu'il met en œuvre ont pour principal effet d'organiser la décroissance de notre production, et notamment de notre production agricole. Et pour nous, ce qui se passe aujourd'hui avec la colère des agriculteurs n'est pas du tout, malheureusement, une surprise. Ça fait des années que nous disons le danger que représente cette stratégie de décroissance qui, d'un côté, asphyxie ceux qui produisent en Europe avec des règles, des normes, des contraintes de plus en plus lourdes. Il y a aussi un problème français en Europe parce qu'effectivement,
quand on crée un texte à Paris, à Bruxelles, on le surtranspose souvent à Paris, et puis simultanément ouvre notre marché. Et nos collègues macronistes ont voté, par exemple, en faveur d'un accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande. Donc une contradiction absolue dans cette stratégie. On va y venir, François-Xavier Bellamy, mais laissons répondre Pascal Canfin. Depuis 2 semaines, vous êtes un peu accusé d'être le père de toutes ces normes européennes qui empoisonnent la vie des agriculteurs. Est-ce le cas? Et au-delà de votre personne, même question qu'à François-Xavier Bellamy, est-ce que l'Union européenne porte une responsabilité écrasante ou est-ce que c'est un bouc émissaire dans cette affaire? Bien, on va rentrer dans le détail de chacun des textes européens en étant le moins jargonneux possible. Mais je voudrais dire que quand j'écoute les agriculteurs qui manifestent et avec lesquels on dialogue au quotidien, notamment avec le Premier ministre, il y a des revendications multiples. Certaines touchent l'Europe, d'autres pas du tout. Quand les agriculteurs accusent Lactalis, à juste titre, de baisser le prix du lait alors qu'ils font des marges considérables, ça n'a strictement rien à voir avec l'Europe et la politique agricole commune. Bon, ce sont des exemples très concrets qui font que le sujet dont on va parler là est important, mais il se met dans un ensemble de causes qui justifient une colère que je comprends et parmi lesquelles, encore une fois, certaines causes n'ont strictement rien à voir ni avec le Green Deal, ni avec l'écologie, ni avec l'Europe. Maintenant, un point aussi de méthode par rapport au mot d'invectif que vous avez évoqué. Moi, je pense qu'on peut se dire qu'on se respecte beaucoup. On se respecte notamment sur une raison importante, qui est que François-Xavier Bellamy est un député européen qui travaille. Et je pense que moi aussi. et il arrive que plus à droite que nous, que toi, il y en a qui racontent beaucoup de choses, mais qui travaillent beaucoup moins. Nous, on travaille. On travaille les textes. Parfois, on est d'accord. Parfois, on n'est pas d'accord. Parfois, on vote ensemble. Parfois, on vote pas ensemble. Mais au moins, on travaille. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental de partager cette valeur travail. C'est la responsabilité fondamentale d'un élu. Donc, si je prends la racine de notre désaccord, c'est le mot que tu viens d'employer qui serait de dire le Green Deal, le Pacte vert, la stratégie européenne, c'est une stratégie de décroissance. Or, il n'est nulle part, nous n'avons voté de texte, nulle part dans aucune des lois européennes dont on parle, il est écrit que nous allons organiser la décroissance, réduire la production, fixer des objectifs de baisse de production, etc. Deuxième élément, aucun des textes sur lesquels nous n'avons pas été d'accord, et que nous avons voté, que vous n'avez pas voté, aucun de ces textes n'est en vigueur aujourd'hui. Aucun. Et ça, je pense que c'est un fait incontestable. Aucun. Et donc, vous êtes professeur de philosophie. Je pense qu'on peut facilement comprendre qu'il y a une forme d'illogisme à considérer que la responsabilité de la crise actuelle et de la situation dramatique de nos agriculteurs est liée à des textes qui ne sont même pas encore entrés en vigueur. Pascal Canfin, ce n'est pas les premières... Certes, elles vont entrer en vigueur, mais il y a aussi une forme de protestation contre une accumulation et une inquiétude aussi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que les situations réelles, objectives de difficulté sur les prix, sur les négociations commerciales, sur les sujets de concurrence déloyale dont on va parler, sur lesquels nous sommes assez largement d'accord, tout ça existe aujourd'hui et ne peut pas être attribué à des règles qui ne sont pas en vigueur. C'est simplement une question de logique. La seule règle que nous avons voté depuis le début du lancement du Pacte vert, c'est le verdissement de la politique agricole commune. C'était même avant le Pacte vert. Ça faisait partie du Pacte vert, on va dire avant. En tout cas, on l'a voté. Et vous l'avez voté. Et je l'ai voté, mais vous l'avez voté. Et Jordan Bardella l'a voté. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie à dire haro sur l'Europe, haro sur les normes, quand la seule qui est d'ores et déjà maintenant entrée en vigueur et qui concerne la partie des normes environnementales, la PAC étant bien plus large que celle-là, mais sur la partie verte de la PAC, ce qu'on appelle le verdissement de la PAC, je l'ai voté, j'assume, mais vous l'avez voté, François-Xavier Bellamy. La colère des agriculteurs, je l'entends depuis des années, moi aussi, et cette colère, elle est aussi liée à ce qui a été discuté, décidé, délibéré. Nous travaillons, mais les agriculteurs travaillent beaucoup aussi, et ils suivent de très près ce qui se passe dans les institutions européennes, et ils ont vu à quel point la tonalité, effectivement, qui les concerne, a changé. Ce qui, je crois, est le plus éprouvant pour eux, au-delà même de la question du revenu.
qui, vous l'avez dit, n'est pas une question spécifiquement européenne. Au-delà même de la question de la fiscalité, on parle du gazole non routier qui a été le point de départ de cette contestation. Ce qui est aujourd'hui infiniment éprouvant pour les agriculteurs, c'est le sentiment d'être en permanence suspecté, contrôlé, surveillé, soumis à une avalanche de contraintes. Et effectivement, cette avalanche de contraintes qui se discute au Parlement européen, elle part d'un parti pris de défiance et elle conduit à un résultat de décroissance. Vous dites que nous n'avons jamais voté un texte qui parle de décroissance. Effectivement, on n'a jamais voté un texte qui disait notre objectif, c'est la baisse de la production. Mais en revanche, on a voté des textes qui avaient pour effet connu, prévisible, prévu la décroissance de la production européenne. C'est le cas de ce texte sur la restauration de la nature, qui n'est même pas encore entré en vigueur en effet, mais qui a pour effet prévisible, c'est ce que disent les études d'impact qui ont été réalisées par des universités allemandes, par le département de l'agriculture américain, même nos amis américains, nos concurrents américains s'inquiètent de la stratégie européenne en matière de décroissance agricole à travers Farm to Fork. Et c'est le cas même de l'étude d'impact réalisée par les experts de la Commission européenne elle-même. Pour ma part, ça fait depuis 2021, c'est-à-dire depuis qu'on connaît ces études d'impact que nous disons, nous n'avons pas le droit, simplement pas le droit de rentrer dans une stratégie qui aurait pour effet, nous disent les experts de la Commission, de faire baisser de 13 à 15% la production agricole en Europe, de faire baisser le revenu des agriculteurs, d'augmenter le prix pour les consommateurs, d'augmenter notre dépendance aux importations, de faire baisser nos exportations à destination de pays qui ne produisent pas leur alimentation, et donc de créer de l'insécurité alimentaire pour des millions de personnes. C'est ça la Sur la PAC, je termine juste par là. Je répondrai là-dessus c'est très important. Très précise. Sur la PAC, on a voté une PAC, effectivement, qui avait pour effet d'insister sur la nécessité d'une transition environnementale. Mais personne ne la conteste, y compris les agriculteurs qui ont soutenu cette PAC. Personne ne conteste qu'on veuille faire mieux, qu'on veuille faire bien, qu'on veuille préserver l'environnement. Dans cette PAC, il y avait notamment une disposition qui consistait à mettre en jachère des sols. Le point de départ proposé par la Commission, c'était 10% de jachère. On s'est battu, on a obtenu un texte qui, à la fin, c'est celui qu'on a voté, propose 4% de jachère. Ces jachères, elles ont été, heureusement, suspendues au début de la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine a déstabilisé les circuits alimentaires mondiaux, et nous poussons maintenant pour que cette suspension des jachères, cette dérogation, soit maintenue par la Commission européenne. On a un désaccord avec la Commission sur ce point. En tous les cas, on ne peut pas rentrer dans une logique qui consisterait à faire abstraction de la situation du monde. Et le point problématique dans le texte Restauration de la nature, c'était de passer avec ces 4% de jachère à une stratégie qui aurait ajouté, et pardon, c'est un peu technique, mais c'est très important, et là sans doute c'est un point de désaccord qu'on a ensemble, ajouter à ces 4% de jachère 10% de gel de la surface agricole utile en Europe. Et ça, pour le coup, ça aurait été une folie. Heureusement, nous avons réussi à combattre ces 10%, nous, le PPE, mais c'est un point qui nous a évidemment opposés de manière très forte, et je crois que c'est évidemment un sujet de débat qui est sur la table aujourd'hui, grâce à la colère des agriculteurs, mais qui est un sujet d'intérêt national et d'intérêt continental pour tous les Européens. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 5 minutes d'échange, on a convergé sur la PAC. Vous avez voté la PAC, j'ai voté la PAC. Mais j'ai jamais contesté ça. Bien sûr, non, parce que d'autres sont sur dans les plateaux pour critiquer les mesures de la PAC qu'ils ont pourtant voté. Deuxièmement, vous défendez le fait que la mise en jachère soit suspendue cette année, nous aussi. C'est exactement ce que vient de dire encore le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, et c'est ce qu'on va essayer d'obtenir dès cette semaine. Dès cette semaine, jeudi, c'est un accord européen pour le fait que la mise en jachère des fameux 4% que nous avons tous voté soit suspendue. C'est une demande très forte des agriculteurs, on la défend et on la défend ensemble. Bon, vous voyez bien, derrière les caricatures, et je vais venir encore une fois sur la défense des croissances, mais c'est pour vous montrer que derrière les caricatures qui sont faites, et c'est le problème de la polarisation extrême des débats, quand on commence à discuter dans le fond, on a beaucoup de points d'accord. Maintenant, on a un point de désaccord. On a un point de désaccord qui serait que nous aurions voté, et j'aurais été à l'origine, mais peu importe, nous aurions voté quelque chose qui dirait « il faut geler 10% des terres agricoles ». Avec toutes les conséquences que vous évoquez, bien évidemment. Puisque si vous gelez 10% des terres agricoles et que vous ne changez rien par ailleurs, bah oui, la production baisse, les rendements globaux diminuent, et donc les revenus diminuent, et donc notre dépendance aux importations augmente. Mais vous pensez vraiment que je suis suffisamment stupide pour promouvoir cela ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a jamais, dans aucun des textes qui a été proposé, suggéré, voire contraint, de geler 10% des terres agricoles. Ce que nous avons dit, et pour le coup on l'a dit à plusieurs reprises, et ça on le soutient, c'est de dire que sur 10% de la totalité des terres agricoles, pas ferme par ferme,
D'accord ? Mais 10% de la totalité de la superficie agricole utile, il y ait ce qu'on appelle des éléments positifs pour la biodiversité. Des éléments positifs pour la biodiversité. Quand vous faites une haie, quand vous êtes en Normandie et qu'il y a des haies, il n'y a pas de jachère en Normandie. Par contre, il y a des haies. Ça s'appelle le bocage. Et bien ça, c'est un élément positif pour la biodiversité. Et on a un plan haies en France qui veut remettre des haies, notamment là où elles ont totalement disparu, ce qui est négatif pour l'érosion des sols, donc pour les agriculteurs et pour les rendements des agriculteurs, ce qui est évidemment négatif pour la biodiversité, parce que quand il n'y a plus d'habitat pour les oiseaux, les abeilles, etc., ben, il n'y a plus d'animaux. Et ce qui pose un problème pour la pollinisation, puisque ce qui fait qu'il y a pollinisation, c'est précisément parce qu'il y a des habitats, par exemple, pour les abeilles. Et donc cette logique-là, de dire il faut remettre des haies, c'est un exemple concret d'éléments positifs pour la biodiversité, qui est le jargon juridique que nous avons utilisé. Je pense que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Qui est contre le fait de dire on va remettre des... Le plan est français. Le plan est français. Il est soutenu par tout le monde. Et donc, il y a eu, alors si je suis un tout petit peu sévère, je vais dire il y a une volonté de désinformer. Si je suis un peu moins sévère, je vais dire il y a eu un raccourci. Chacun jugera. Je mets 10% de terrain avec des éléments positifs pour la biodiversité au total. Ça veut dire que si une ferme en particulier ne peut pas le faire, ben, ce n'est pas un problème, parce que sur une autre ferme ailleurs, dans des parcs naturels, etc., on peut mettre non pas 10%, mais 30%, 40%. Et là, c'est là où on a un désaccord, parce que c'est la racine du problème. Parce que moi, je suis contre un agenda de décroissance agricole, évidemment. Évidemment. Comment vous expliquez ces rapports de l'Université des Pays-Bas, d'Allemagne, toutes les analyses qui alertent sur une baisse de la production? Est-ce qu'ils sont des raccourcis aussi? Vous avez cité, je peux vous même en ajouter une autre, néerlandaise, etc., d'ailleurs financée par Monsanto, peu importe. Toutes ces études... Donc le JRC a été financé par des lobbies? Non, je dis que l'étude néerlandaise l'a été. Toutes ces études, y compris celle du JRC, d'ailleurs critiquée par les propres services de la Commission, ce qui montre que l'expertise dite indépendante de la Commission est réellement indépendante, parce qu'elle a été critiquée par les fonctionnaires eux-mêmes de la Commission, font un raccourci. Ce raccourci, c'est de dire, quand je mets des éléments positifs pour la biodiversité, alors égal, jachère. Alors évidemment, une fois que j'ai fait égal jachère, égal baisse de production, etc. Par ailleurs, deuxième point, je conclue là-dessus. Allez-y, il y avait un autre élément sur lequel il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Vous avez employé le mot désinformation. Je crois que c'est très important qu'on mette au clair les choses sur ce point précis, parce qu'il est au cœur du débat. Et pour ma part, moi, je crois à la vie démocratique, je crois au pluralisme, à la nécessité des clivages. Je pense qu'on peut avoir des désaccords en se respectant, on le disait à l'instant, mais je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas assumer les positions qu'on défend. Alors, comme je savais que ce serait au cœur du sujet, je me suis permis d'imprimer le texte concerné de l'annexe 4 de ces parts de terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité. C'est ce à quoi vous faisiez allusion. Exactement. L'article 14 dit, on est bien d'accord, c'était le texte original de la Commission. Vous n'en êtes pas à l'origine, mais vous l'avez soutenu. Le texte que vous avez soutenu... Non, pardon, c'est très important. Le texte de la Commission disait que 10% de la surface agricole de l'Union devait intégrer ces particularités topographiques à haute diversité. Et je lis maintenant la caractérisation de ces parts de terres agricoles présentant ces particularités. Elles ne peuvent pas être utilisées à des fins de production agricole, y compris pour le pâturage ou la production fourragère. Donc, soyons très clairs, c'est bien en réalité d'un gel de la surface agricole utile de 10% qu'on parle. Et toutes les études d'impact, je sais que vous avez accusé beaucoup de ceux qui les avaient rédigées d'avoir été financés par des lobbies ou d'avoir été intéressés d'une quelconque manière, mais à un certain moment, vous disiez, est-ce que je suis assez stupide pour avoir défendu ça? Pardonnez-nous d'être assez triviaux pour lire les textes que vous avez soutenus. Et les textes que vous avez soutenus parlent précisément de cette stratégie de décroissance. Justement, pour le reste, pardon. Juste un dernier mot. En réalité, mais je ne vous le reproche pas, vous assumez cette vision-là, vous la défendez d'une façon extrêmement précise et très explicite. Et je vous ai lu parce que je m'intéresse à ce que vous dites. J'ai lu par exemple le texte que vous avez proposé à Terra Nova en 2023 pour expliquer votre vision de l'avenir de l'agriculture, dans lequel vous décrivez la PAC actuelle comme étant extrêmement défaillante dans la prise en compte des enjeux environnementaux. Vous dites qu'il faudrait conditionner tous les financements de la PAC à ces éléments de contractualisation écologique, en tous les cas qu'il faudrait aller vers une forme de transformation de la PAC en soutien aux agriculteurs, vers une PAC qui serait éventuellement en soutien, mais surtout d'abord un moyen d'incitation à des transformations environnementales. Et vous dites finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin
de cette production agricole, est-ce qu'on ne pourrait pas assumer sa décroissance à partir de son remplacement? Par exemple, par de la viande de synthèse, par du lait de synthèse, ce que vous évoquez en disant qu'à travers ce lait de synthèse, ce lait fabriqué en laboratoire, je vous cite, avec des techniques génétiques, on pourrait, c'est votre expression, se passer entièrement de vache. J'ai jamais dit ça. C'est votre expression. Alors pour le coup, chacun pourra vérifier. Vous m'avez accusé avec cette phrase, soi-disant entre guillemets. J'ai relu l'étude, mais pas du tout. J'ai relu ce que j'ai écrit. C'est faux. Pourra s'y référer. Je suis désolé de ne pas l'avoir imprimé, mais pour le coup, c'est sur le site de Terra Nova. Terra Nova, vous allez sur les. Je n'ai jamais écrit ça. Est-ce que vous parlez du lait de synthèse? Ah oui, ça oui, mais de dire que ça. Est-ce que c'est ça votre vision de l'avenir de l'agriculture? On va y venir. Est-ce qu'en fait on va y venir. Mais parce que c'est aussi une vision du monde. Et d'une certaine façon, je ne vous reproche pas de la défendre. Je vous reproche juste une chose. Moi, je vous reproche de la caricaturer. C'est de dire une chose à Paris et de faire le contraire à Bruxelles. Moi, je vous reproche, François-Xavier Bellamy, de la caricaturer. Mais pardon, mais c'est ce que D'accord, vous avez dit. On peut avoir des désaccords. Non, je suis favorable au fait que, par exemple, pour l'alimentation animale, on puisse se passer d'utiliser d'autres animaux et qu'on puisse créer de la viande de synthèse. Absolument. Pas de la viande. Absolument. D'abord à des animaux. On en donne d'abord. Bien sûr que si, la moitié. Tout à fait, sauf que peut-être vous ne le savez pas, mais la moitié de la surface agricole utile en France est utilisée pour l'élevage. Et une partie très significative de ça, d'accord, c'est on fait des animaux pour nourrir d'autres animaux. Parce que c'est les carcasses, c'est des choses dont on ne mange pas. Donc il y a une grande partie du modèle économique qui repose non pas sur l'alimentation humaine, mais sur l'alimentation animale. C'était à l'époque, la vache folle, le scandale de la vache folle, où on avait transformé les vaches, qui sont des ruminants, en consommateurs d'autres animaux. Bon, j'espère que ça n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui dans l'élevage français. Je ne crois pas que ce soit en jeu. Ce qui était un scandale, c'était les traitements, le fait qu'il y avait des problèmes sanitaires. Mais le modèle économique. Mais ce que vous évoquez dans la note Terra Nova, qu'on soit très clair, c'est la food tech. La food tech, c'est pour l'alimentation humaine. Non, justement. Le lait dont on parle, c'est pour l'alimentation humaine. Justement. Donc est-ce que l'idée, c'est de ne pas tout mélanger d'agriculteurs? S'il vous plaît, François-Xavier Bellamy. Si on veut, on a commencé par avoir un débat qui reposait sur les faits. Maintenant, vous m'accusez de choses que je n'ai jamais dites et vous faites des grandes généralités. Donc j'en reviens aux faits. Vous ne pouvez pas vous défausser de ce que vous écrivez. Mais pas du tout, mais s'il vous plaît, arrêtez de le caricaturer. Sur la mise en jachère, si je peux répondre, vous avez cité l'article qui a été voté, vous répondez quoi alors? C'est pas une mise en jachère? Oui, le mot jachère. Je n'ai pas parlé de jachère, j'ai parlé de gel de la surface agricole. On transforme. Mais pardon, vous êtes extraordinaire. Pascal Canfin, vous jouez sur les mots. Il n'y a pas le mot jachère. Il n'y a pas le mot jachère. Je n'ai jamais, moi non plus, parlé de jachère. Jamais. Mais quand vous gelez, d'accord, quand vous gelez, c'est-à-dire que vous mettez en jachère, vous mettez en gel. Non, pas du tout. Vous avez parlé de haies, on peut parler de mares, on peut parler d'étangs. En tout cas, c'est pas pour la production, qu'on soit très clair. Donc ça va créer une baisse de la production. Donc les rapports disent juste. Mais non, parce que les rapports. Sortons de ce débat. Elle ne peut pas être utilisée à des fins de production. Le bout de la phrase, mais pas la totalité. Si vous faites. François-Xavier Bellamy, il y a un panier d'options. D'ailleurs, vous lisez une ligne, excusez-moi, mais vous lisez une ligne sur 2 pages. Donc pourquoi il y a 2 pages? C'est l'un des critères. Exactement, c'est l'un des critères. C'est ce que je veux dire. C'est l'un des critères. Si on peut équilibrer le temps de parole, ce serait formidable. Ouais. Donc, on finit là-dessus parce qu'il y a beaucoup de sujets à évoquer. Évidemment, mais donc, il y a un panier d'options qui sont offerts aux agriculteurs. Et tant mieux, parce que s'il y avait une seule option, ce serait la catastrophe. Dans ces options, il peut y avoir la jachère, comme il peut y avoir autre chose. Et s'ils choisissent une de ces options parmi les temps, alors il y a telle et telle condition. On va pas rentrer dans le détail. Mais est-ce que c'est pas extrêmement compliqué, justement, pour les agriculteurs? C'est bien évidemment extrêmement compliqué pour être le plus proche possible du terrain. Parce qu'un agriculteur en Grèce, en Lituanie, en France, etc., c'est pas la même chose. Donc, il y a des tas d'écosystèmes différents, donc on rentre un peu dans le... Revenons justement... Je reviens. Donc, ça veut dire que j'insiste sur le fait que la caricature qui en a été faite est fausse. Deuxièmement, toutes les études qui ont été faites n'intègrent aucune des mesures que nous prenons en parallèle pour accompagner les agriculteurs et leur donner davantage de solutions. J'en donne une sur laquelle nous sommes d'accord. Les nouvelles techniques génomiques. Nouvelles techniques génomiques de façon à ce que les semences soient accélérées, de façon à ce qu'on regarde les éléments qui peuvent se faire dans la nature à l'intérieur de la même espèce, et j'insiste sur ce point puisque c'est ça qui est la grande différence avec les OGM, c'est que c'est à l'intérieur, il n'y a pas de croisement d'espèces, c'est à l'intérieur de la même espèce. La semaine dernière, nous avons voté, ensemble d'ailleurs, dans la commission environnement que je préside, le développement, l'autorisation en Europe
des nouvelles techniques génomiques, ce qui était une demande très forte des agriculteurs. Donc oui, moi je suis pour l'innovation. Alors c'est pour ça que je suis pour l'innovation aussi, pour ne pas la laisser, et c'est d'ailleurs un rapport, et on va venir sur le lait de synthèse si vous voulez, la viande de synthèse, à Singapour et aux États-Unis. Et qui défend cette position? Les sénateurs LR. Les sénateurs LR, où il y a un rapport du Sénat piloté par les sénateurs LR qui disent quoi? Qui disent on doit s'interroger, et c'est exactement ma position. Je n'ai pas la réponse, parce que ça pose plein de sujets, vous avez raison, mais on doit s'interroger sur le fait de se dire, est-ce que cette innovation-là, eh bien, on va se laisser tailler des croupières demain par ceux qui sont en train de les développer et dont les coûts aujourd'hui sont plus élevés, mais demain ont vocation à diminuer drastiquement. Quels sont les 3 pays au monde qui ont déjà autorisé les brevets, les start-up, etc. Tout est parti, c'est les États-Unis, Singapour et Israël. D'accord ? Est-ce que demain, on va laisser sur des marchés qui sont des marchés où on ne consomme pas directement la viande, où on ne consomme pas directement le lait, ou alors qui sont des marchés ultra transformés. Donc je ne parle pas de l'escalope de poulet, je ne parle pas de la bouteille de lait, mais vous prenez de la poudre de lait, par exemple. Je suis absolument certain que dans 5 ans, c'est de la poudre de lait de synthèse qu'on importera de Singapour, des États-Unis et d'Israël, et nous on sera là et on dira ah ben non, nous on le fait pas, et on sera sorti du jeu. Vous me faites la transition parce que les agriculteurs, à la limite, beaucoup quand on les écoute, expliquent qu'ils pourraient accepter les normes, qui sont même parfois pour une forme de sobriété, mais qui ne comprennent pas qu'on leur impose des normes et que dans le même temps, on importe de pays qui eux-mêmes ne respectent pas ces normes-là. Ils mettent notamment en cause les traités de libre-échange. Il se trouve qu'il y a un traité qui vient d'être voté, c'est le traité avec la Nouvelle-Zélande. Je crois que vous l'avez voté. Pourquoi ? Donc, 2 choses. Pourquoi on vote certains accords de libre-échange et on s'oppose à d'autres accords de libre-échange? Je vais donner celui pour lequel on s'oppose fortement, et sans Emmanuel Macron, je peux vous dire que l'accord Mercosur avec le Brésil, l'Argentine et toute la zone Amérique du Sud serait déjà en vigueur. C'est la France, parfois toute seule, 1 contre 27, qui a dit jamais nous ne ratifierons cet accord. Résultat des courses, cette semaine, on a obtenu qu'il n'y ait toujours pas d'accord du Mercosur. Et je constate que... Un report de l'accord. Nous sommes d'accord sur ce sujet, pas une annulation. Mais absolument un report, parce que nous sommes minoritaires en Europe, mais pour l'instant, nous mettons un veto, d'accord, et on le continuera à le mettre, parce que nous sommes contre cet accord. Pour la Nouvelle-Zélande. Par contre, donc là-dessus, on est totalement alignés. Je note que malheureusement, les 2 personnalités politiques au sein de la Commission européenne qui poussent le plus pour cet accord, c'est le commissaire au commerce, PPE, votre famille politique, la présidente de la commission PPE, votre famille politique. Parce que je ferme cette parenthèse. Je note simplement, ce sont des sujets qui sont plus nationaux que politiques, on en conviendra. Il y a des Verts au Parlement européen qui votent tous les accords de libre-échange. Il y a des collègues tout ça pour dire que nous sommes vraiment pas responsables de cette situation, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Je suis très heureux que la France tienne cette position. Je me borne à observer que sur le Mercosur, ça n'a pas toujours été le cas. Emmanuel Macron, en 2017, déclarait qu'il fallait signer le plus rapidement possible le Mercosur. En 2020, déclarait qu'on serait gagnant à signer le Mercosur. On est très reconnaissant aux agriculteurs aussi d'avoir porté cette cause. Je pense qu'on va venir à la Nouvelle-Zélande. Mais ça fait, franchement, François-Xavier Bellamy, vous ne pouvez pas accuser Emmanuel Macron de ne pas être solide, droit dans ses bottes sur le Mercosur. Ce qui compte, c'est les actes. Maintenant, sur la Nouvelle-Zélande, parce qu'on a compris que vous ne serez pas d'accord, mais Moi, je ne suis pas dans une logique de principe pour ou contre les accords de libre-échange. Parce que ça, c'est de l'idéologie et c'est du dogmatisme. Alors, vous avez ceux qui sont toujours pour, et vous avez ceux qui sont toujours contre. Moi, ce n'est pas ma ligne, et ce n'est pas la ligne de la majorité. On regarde, accord par accord, est-ce que c'est notre intérêt? Ce n'est pas notre intérêt. Sur la Nouvelle-Zélande, et demain le Chili, parce qu'on va voter le Chili aussi, je vais vous expliquer pourquoi, et on n'a aucun problème. Je prends l'ensemble de l'accord Nouvelle-Zélande. Pourquoi on est gagnant à cet accord? Parce qu'on a besoin d'alliés dans la zone. Pourquoi on a besoin d'alliés dans la zone? D'éleveurs, pardonnez-moi si je me trompe, mais français de moutons a été divisé par 4. Géopolitique, on a besoin d'alliés dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'on est dans un combat géopolitique face à la Chine et qu'on a besoin d'alliés dans la zone Indo-Pacifique. Si on nie toute la complexité de la réalité géopolitique du monde, et ce n'est pas du tout ce que vous faites, évidemment, on s'enlève une contrainte qui est qu'on a besoin d'alliés dans un monde compliqué, dans un monde qui est de plus en plus tendu entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Deuxièmement, sur la partie purement agricole, qui est un élément d'un ensemble plus large.
qu'on ne peut pas nier, c'est ma responsabilité politique, c'est de regarder la totalité. Il y a des perdants dans cet accord. Il y a des perdants à cet accord, c'est la filière mouton. Il y a des gagnants à cet accord, c'est la filière vin et spiritueux. Parce que le vin et le spiritueux exporteront davantage en Nouvelle-Zélande, et tant mieux pour eux. Et ils n'exportent pas de toute façon ? Ah, ça, je veux dire, ce sont des produits de haute qualité. C'est à ce moment-là. Oui, bah si, mais quand même, ça compte. Pardon. Ouais, à ce moment-là, si vous dites que je peux supprimer toutes les aides à la filière vin et spiritueux, de toute façon, ils sont tellement bons. Tout le monde entier. J'ai pas dit ça, mais on a un avantage comparatif. S'il vous plaît. Sur notre balance commerciale, c'est ce qui fonctionne. Ce sont les premiers à vouloir des aides, les premiers à vouloir des accords de libre-échange, c'est parce que c'est leur intérêt. Hein, ils ne sont pas stupides. Bon. Donc oui, il y a des gagnants et des perdants comme tout accord. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place une stratégie d'accompagnement des filières qui sont les plus impactées. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande a déjà dit qu'elle n'utiliserait pas ces quotas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché néo-zélandais, c'est la Chine. Et d'ailleurs, c'est logique d'un point de vue de dimension et c'est logique d'un point de vue de proximité géographique. Simplement, comme ils anticipent le fait que ça peut se tendre avec la Chine demain, et personne n'est dupe de cela, et personne ne peut ignorer les tensions géopolitiques autour de la Chine, Taïwan, etc., ce n'est pas l'objet du débat, mais tout le monde doit l'avoir en tête, eux se disent, j'ai besoin quand même, au cas où, d'avoir une alliance avec les Européens. Et nous, on joue cette carte-là parce que c'est l'intérêt global. Et c'est pareil sur le Chili. Sur le Chili, c'est notre intérêt d'aller chercher pour la transition énergétique, pour être moins dépendant de la Chine, c'est notre intérêt d'aller chercher le lithium chilien. Et donc, en face, effectivement, il y a des contreparties. Mais soit on arrête de discuter avec tous ceux qui sont des démocraties et nos partenaires économiques, et à ce moment-là, on ferme le jeu. Et je peux vous dire que beaucoup de filières agricoles, céréalières et d'exportation de porc, par exemple, ou de poudre de lait, ou de vin, de spiritueux, seront les premiers perdants. Parce que eux, ce sont des exportateurs. Et d'ailleurs, notre balance est exportatrice. Ça prouve bien qu'on a intérêt économiquement aux accords de libre-échange. Mais pour le reste, c'est plus le cas. Oui, mais alors donc il faut trier, il faut dire que en fait on est quand même sur une pente descendante. C'est une information qu'il faut préciser. Bien sûr, vous avez raison, mais c'est pas lié à des accords qu'en plus on n'a toujours pas voté puisqu'ils sont toujours pas en vigueur. François-Xavier Bellamy, sur l'accord sur la Nouvelle-Zélande, vous l'avez voté ? J'ai voté contre l'accord sur la Nouvelle-Zélande. Moi, je ne suis pas hostile à la liberté, aux échanges, au commerce, pas du tout. Et je partage l'avis de Pascal Canfin quand il dit qu'au fond, ça doit être d'abord une question de pragmatisme, de stratégie et d'intérêt à défendre. J'ai cependant un désaccord majeur, c'est que je crois qu'on n'a pas le droit de laisser notre Union européenne rentrer dans une telle situation d'incohérence qu'elle impose toujours plus de contraintes, de règles, de complexité à ceux qui produisent sur son sol, et qu'ensuite elle ouvre toujours plus ses marchés à des productions extérieures qui ne respectent pas nos règles. Or, qu'on le veuille ou non, la Nouvelle-Zélande ne produit pas de la même manière que nous. Et par ailleurs, je me permets de le dire, il y a quand même aussi une question de cohérence politique à tenir. On ne peut pas passer notre temps à dire qu'on défend l'environnement, on ne peut pas passer notre temps à dire qu'on veut des productions plus raisonnées, qu'on veut revenir à une forme de respect des équilibres que l'écologie impose, et ensuite, une fois qu'on a rendu la vie presque impossible à ceux qui travaillent chez nous, pas seulement dans l'agriculture d'ailleurs, mais aussi dans toutes les autres filières, faire venir de l'autre bout du monde des agneaux qui traversent les océans dans de l'azote liquide et des tonnes de litres de lait en poudre qui arrivent jusque chez nous. Parce que, pardon, mais les gens à qui on prétend parler d'environnement et à qui on impose ça, ils ont de quoi se taper la tête contre les murs et de quoi dire, comme le font les agriculteurs aujourd'hui, qu'on marche sur la tête. Je voudrais juste dire une dernière chose. Sur deux choses. Le sujet n'est pas les gagnants et les perdants. Le sujet, c'est qu'on a le devoir de traiter tous ceux qui travaillent sur notre sol avec la dignité qu'ils méritent. Et on n'a pas le droit de dire à des gens qui se battent dur, je pense à nos éleveurs ovins, en effet, qui vivent aujourd'hui avec beaucoup de difficultés, la réintroduction, par exemple, du loup, la réintroduction des grands prédateurs qui sont un vrai grand problème de survie pour l'élevage ovin aujourd'hui, notamment l'élevage dans la nature, l'élevage dans les pâturages, qui constitue aussi un élément clé de l'aménagement des territoires, de la vie de nos territoires. On n'a pas le droit de leur dire ensuite, en fait, on va vous mettre en concurrence avec une production industrielle néo-zélandaise, et en plus, on passe notre temps à leur faire des leçons d'écologie et des leçons d'environnement. Encore une fois, c'est une question aussi de respect pour ceux qui produisent. Un dernier élément. Le sujet est aussi d'avoir un regard stratégique sur la production européenne. Produire en Europe, ça peut coûter plus cher que de devenir dépendant d'une protection extérieure. Ça peut coûter plus cher, mais on s'est rendu compte ces dernières années que ça devait être essentiel.
Nous, c'était notre premier engagement en 2019. On avait dit la nécessité de protéger le marché européen, pas parce qu'on a peur de la concurrence, mais pour rétablir des conditions de compétition loyale. C'est ce qu'on a fait ensemble avec la taxe carbone aux frontières. C'est pas qu'on ait peur de la concurrence ou de la liberté, c'est qu'on n'a pas le droit d'organiser contre ceux qui produisent chez nous cette concurrence déloyale qui vient du décalage entre les règles qui sont imposées à nos propres producteurs et aux producteurs mondiaux. On est rentré dans cette expérience incroyablement traumatisante pour tous nos pays que, avec le Covid, on a été obligé de voir nos infirmières se faire des blouses avec des sacs poubelles pour aller à l'hôpital, parce qu'on n'avait plus de quoi fabriquer, de quoi les protéger. On ne savait plus faire des masques, on ne savait plus faire des tests. Et on s'est rendu compte de notre dépendance. Avec la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte que nos forces armées ont 3 jours de munitions devant elles et qu'on ne sait plus les fabriquer. Donc on a touché du doigt ce que ça voulait dire d'être devenu dépendant. Est-ce qu'on doit faire la même chose maintenant avec notre agriculture pour se rendre compte du problème ? Parce que les tensions géopolitiques qui surviennent, elles peuvent effectivement aussi demain créer une crise alimentaire mondiale. Et à ce moment-là, c'est pas le lait en poudre néo-zélandais qui nourrira nos enfants. Et donc il faut qu'on ouvre les yeux sur cette nécessité. On s'est battu au Parlement européen. Ça a été aussi un de nos points de désaccord. Et j'ajoute ça juste en une phrase. Mais on s'est battu aussi pour défendre cette vision stratégique de la production européenne sur des enjeux aussi importants que l'énergie. Nous avons défendu avec notre délégation pendant des années l'énergie nucléaire, qui était l'occasion d'un combat très idéologique de la part de gens qui, dans la Commission européenne, mais aussi chez les écologistes européens, chez certains membres de la gauche européenne, combattaient la filière nucléaire. Et d'ailleurs, vous avez aussi expliqué qu'il fallait absolument, c'était ce que vous défendiez en 2018 quand vous étiez à l'époque au WWF, vous disiez que se lancer dans la construction de nouvelles centrales nucléaires, ce serait un suicide industriel, je vous cite. Quand j'ai déposé au Parlement européen un amendement pour inclure le nucléaire dans les fonds de REPowerEU, 210 milliards d'euros, vous avez voté contre, avec toute votre délégation. Nous défendions au contraire la nécessité de faire en sorte que nous puissions produire notre énergie en Europe, pendant que vous votiez pour inclure le gaz dans les fonds de transition juste. Donc la dépendance qui est aussi liée à ce modèle d'énergie intermittente, les éoliennes, les panneaux solaires, qui en fait ne nous permettent pas de compter sur la sécurité d'approvisionnement. Cette vision stratégique de la production en Europe, c'est celle que nous avons défendue, et nous l'avons défendue, c'est vrai, souvent, il faut bien le dire, sous vos critiques assez rudes, vous expliquiez à l'époque que nous étions climato-sceptiques, que nous étions le Trumpisme européen, nous, avec nos collègues des Républicains. Parce que nous avions le mérite de dire, bah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas passer notre temps à rendre la vie impossible à ceux qui produisent en Europe pour ensuite se rendre dépendants de ceux qui produisent ailleurs. C'est ça, la réalité du débat européen. Emmanuel Macron lui-même parle de souveraineté alimentaire et de souveraineté européenne. Nous aussi. Aucun problème à parler de souveraineté alimentaire. Parlons de la souveraineté, parlons de nos dépendances. Je ne peux pas répondre sur le nucléaire, sinon on commence à partir dans toutes les directions. C'est dommage. Je veux bien, mais à ce moment-là, on change l'angle du débat qui n'est plus tout à fait agricole. J'ai aucun problème. C'est juste nucléaire, parce qu'on a peu de temps. On a peu de temps, donc restons sur l'agriculture, mais la souveraineté alimentaire, malgré tout, est-ce qu'on ne s'expose pas à une dépendance très, très importante ? Premier sujet, les clauses miroirs. D'accord ? On est d'accord pour dire que nous ne devons pas mettre en concurrence nos agriculteurs sur des normes environnementales d'un côté si les importations qui rentrent dans le marché européen ne les respectent pas. Qui va vérifier avec le traité Nouvelle-Zélande. Ce que disent les agriculteurs, c'est qu'on ne va pas envoyer des fonctionnaires européens en Nouvelle-Zélande. Exactement. Vous venez à l'instant de donner la réponse pourquoi ces clauses miroirs ne sont pas dans les accords de libre-échange. Pourquoi elles ne sont pas dans les accords de libre-échange, François-Xavier Bellamy ? Tout simplement parce qu'il faudrait les négocier avec nos partenaires. Et que bien évidemment, ils n'en ont pas forcément envie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne les négocie pas. On fait quelque chose de beaucoup plus radical. On les applique et on les décide nous-mêmes. Je vais vous donner 2 exemples. Les antibiotiques. Nous, on a interdit de soigner les animaux avec certains antibiotiques. Ce n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs. Eh bien, on a interdit l'importation de bœuf américain ou canadien ou brésilien soignés avec des antibiotiques qui sont interdits chez nous. Clause miroir, revendication française, victoire française. Mais dans l'accord Nouvelle-Zélande, ce n'est pas le cas. Mais s'il vous plaît, je viens de le dire, vous ne négociez pas ça dans les accords de libre-échange. Mais vous ne le négociez pas dans les accords de libre-échange parce que vous les appliquez de manière souveraine, ailleurs. Et je ne vois pas comment on va empêcher. Il y a des produits utilisés par les agriculteurs néo-zélandais que nous allons importer indirectement. François-Xavier Bellamy, vous êtes un bon connaisseur du droit européen. Aucun accord de libre-échange, d'accord, n'est supérieur au droit européen. Ce qui veut dire que je négocie certains éléments des tarifs douaniers avec nos partenaires pour des raisons géopolitiques que nous assumons totalement,
parce qu'on veut construire une Europe puissance. Et si on veut construire une Europe puissance face à la Chine, face à Poutine, face aux États-Unis de Trump, eh ben, il faut bien des partenaires et des alliés. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, on ne négocie pas avec eux les clauses miroirs. On les impose à côté des accords. Et ça écrase les accords. Donc, je vous donne un deuxième exemple, les néonicotinoïdes. Nous avons, vous savez bien, interdit en France et en Europe des néonicotinoïdes. C'est pas si clair que ça, parce que souvent, quand on parle aux agriculteurs, ils disent que c'est utilisé en Allemagne et en Belgique. Exactement. Bon, donc, on l'a interdit en France. Puis on s'est dit, c'est pas normal, donc on l'a interdit en Europe. C'est fait. Non. Ah si, 4 sur 5 sont interdits en Europe. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, les Allemands et les Belges donnent des dérogations à leurs agriculteurs. Tout à fait. Et peut-être que vous avez vu que la justice belge, saisie par la Commission européenne, en octobre 2023, a condamné le propre gouvernement belge qui avait mis des dérogations contre l'avis de la Cour de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu technique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne construit pas une architecture européenne intégrée, eh ben à ce moment-là, c'est la concurrence déloyale et c'est la loi de la jungle entre nous. Et donc, on a fait exactement ce que les agriculteurs demandent, à savoir pas de normes chez nous qui ne s'imposent pas en Europe. On a gagné cette bataille avec la Commission européenne qui maintenant interdit les néonicotinoïdes partout en Europe. François-Xavier Bellamy, non mais attendez, je ne suis pas allé au bout du raisonnement. Et donc c'est fait. Il y a des pays qui veulent tricher. Eh bien on les condamne. Et maintenant la dérogation belge, elle est sortie du jeu. Et puis ça c'est à l'intérieur de l'Europe. Et maintenant ce qu'on fait avec les néonicotinoïdes, c'est que depuis le 1er janvier 2023, c'est l'importation de produits avec des résidus de néonicotinoïdes du Brésil, des États-Unis, du Canada, c'est les 3 pays essentiels, sont interdits. C'est nous qui l'avons fait, d'accord? C'est notre victoire. Donc tous les autres partis politiques parlent de ces clauses miroirs, nous on les fait. C'est la grande différence. Et je peux vous dire que les agriculteurs, ils voient la différence. J'ai l'impression qu'on vit, pour le coup sur ce point, j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans des réalités parallèles. Parce que quand vous allez voir des betteraviers dans le nord de la France, ce qu'ils vous disent concrètement, c'est qu'on voit arriver aujourd'hui, effectivement, en France, parce qu'en quelques années seulement, notre filière betteravière s'est effondrée. On voit arriver en France du sucre qui est fabriqué dans les autres pays européens en utilisant ces dérogations qui n'ont pas toutes été condamnées. Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est la Roumanie et la Belgique, pour être très précis. Le dire. Et c'est parce qu'on a la capacité de les faire condamner. Sur le néonicotinoïde en enrobage, comme vous le savez sans doute. Justement, maintenant c'est interdit. Et surtout, c'est très intéressant ce débat, parce que le jour où en fait on n'aura plus du tout de production sucrière en Europe, on ne va pas arrêter de consommer du sucre. Donc on le fait venir déjà d'ailleurs d'Ukraine, qui est fabriqué avec des betteraves OGM, et on le fait venir de toute façon du reste du monde. Il reste peu de temps. Je termine juste en disant, sur les clauses miroirs, on ne va pas s'en sortir en essayant d'exporter nos contraintes et notre complexité dans le reste du monde. Ça ne marchera pas. Donc il y a un moment où il faut aussi qu'on garde la capacité de produire en Europe. Et ça veut dire être raisonnable, être pragmatique. Le défi climatique, il est devant nous. Mais la réalité du défi climatique, c'est pas que, comme le pense la Cour des comptes, c'est l'élevage bovin qui crée le problème du dérèglement climatique. Le vrai problème, il se trouve dans le fait que la Chine a annoncé en 2022 qu'elle ouvrait 2 nouvelles centrales à charbon chaque semaine. Les ordres de grandeur, ils sont là. Et l'Europe, elle peut retrouver son sens en servant de levier à la décarbonation des grands producteurs mondiaux. Si l'Europe arrête complètement d'émettre du carbone, si l'Europe arrête complètement de polluer, elle peut y parvenir en arrêtant complètement de produire. Mais à ce compte-là, elle va devenir entièrement dépendante d'une pollution importée. Donc le sujet, et ça c'est pour le coup un magnifique défi. Non, parce que nous sommes responsables de ça, parce que nous sommes des consommateurs. Et en consommant ce qui a été produit et donc pollué si précisément on fait la relance du nucléaire, si on est en train de faire dans une région que je connais bien, la région des Hauts-de-France dont je viens, la réindustrialisation verte des Hauts-de-France, de Valenciennes à Dunkerque, des dizaines de milliers d'emplois industriels qui avaient disparu quand moi j'étais gamin, qui sont en train de revenir parce qu'on fait les voitures électriques, les batteries, les puces, etc. Ça, c'est la transition. Ça, c'est la transition. La réalité des voitures électriques, la réalité industrielle, elle va nous rendre dépendants de la production chinoise. Pas du tout. Ça, c'est la précisément, mais vous êtes d'incroyablement défaitistes. Vous ne croyez pas en nous. François-Xavier Bellamy, vous ne croyez pas en nous. Vous ne croyez pas dans la capacité des agriculteurs à faire des choses et de l'innovation, du progrès technologique. Vous dites surtout pas, laissons-le aux Israéliens, à Singapour et aux pays. Là, vous dites surtout pas, n'allons pas dans cette direction parce que les Chinois vont gagner. Mais pas du tout. Mais c'est un fait. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est que nous pouvons gagner cette bataille industrielle face à la Chine. Je ne dis pas que c'est facile. On n'est pas là pour faire des choses faciles. Je dis qu'on peut les gagner. Il y a une chose qu'on gagnera jamais. C'est d'être moins dépendant de l'Arabie Saoudite et du Qatar, M. Bellamy, si on reste attaché au fait de dépenser 110 milliards d'euros l'année dernière, 4 points de PIB, 110 milliards d'euros.
en achat de pétrole et de gaz. Et quand on fait ça, on se rend dépendant de qui ? On se rend dépendant de l'Algérie, régime démocratique que vous soulignez, auquel vous êtes très attaché, j'imagine. On se rend dépendant de qui ? De l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Kazakhstan et des États-Unis, demain peut-être de Donald Trump. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que réduire notre dépendance aux énergies fossiles, c'est augmenter notre souveraineté géopolitique, notre autonomie dans un monde compliqué. Et c'est réduire notre dépendance à qui ? À des pays qui financent l'islam radical, au premier rang desquels les puissances du Golfe, auprès desquelles nous achetons massivement notre pétrole et notre gaz. Extraordinaire. Et donc, si vous voulez qu'on soit moins dépendant, je ne vous accuse pas, évidemment, mais la réalité, c'est que si on reste dépendant du pétrole et du gaz, et parce qu'on ne ferait pas la transition écologique, et bien, résultat des courses, on est dépendant de régimes qui financent l'islam radical. Donc nous, notre volonté, c'est d'être indépendant. Et on peut gagner cette bataille. Et nous, on y croit. Il faut qu'on parle de l'Ukraine. Vous nous avez parlé tout à l'heure des... Est-ce que je peux répondre sur ce point ? Très rapidement, alors. Vous prêchez un convaincu, Pascal Canfin. Pourquoi est-ce que j'ai défendu la filière nucléaire avec détermination ? Moi aussi. Même quand vous la combattiez. Non, pardon. Excusez-moi, là, pour le coup, on va quand même mettre les choses à plat. Qu'est-ce qu'on a voté récemment ? Est-ce que c'est pas trop tard, Pascal Canfin ? Une fois que les filières sont... C'est comme pour les betteraves, vous nous avez parlé de recours en justice, mais une fois que les filières sont à plat, c'est plus compliqué de les redresser quand même. Il y a eu déjà des conséquences. Je termine juste. Et après, la revendication principale des agriculteurs, c'est qu'il y ait une concurrence équitable. C'est exactement ce qu'on est en train d'organiser. Je vous ai donné des exemples précis sur le sujet précis des betteraves et des néonicotinoïdes. Je termine juste sur ce point. C'est ce qu'ils veulent. Qui nous rend dépendants aujourd'hui des importations d'énergie fossile ? Ceux qui effectivement ont combattu pendant des années la filière nucléaire, ceux qui ont fermé Fessenheim, ceux qui ont fait voter la programmation pluriannuelle de l'énergie qui devait fermer 14 réacteurs nucléaires supplémentaires. Et je termine juste en un point. Pardon. C'est pas moi qui... Le nucléaire, ça fait de l'électricité, d'accord ? Le pétrole, ça fait du carburant. D'accord, donc arrête, c'est totalement faux ce que vous venez de dire. Sauf si, c'est quand même vous qui avez voté le 100% véhicule électrique. Sauf si, et justement, voilà. Sauf donc, si on électrifie. Il y a quand même une connexion entre les deux. Eh bien oui, parce qu'on l'a faite. Mais vous avez été opposé. Il y a aussi une connexion entre les deux parce qu'il y a deux grands choix de mix énergétique en Europe. Il y a celui que la France pouvait encore considéré comme étant d'une actualité incroyable, avec un mix énergétique fondé massivement sur le nucléaire qui nous rendait extrêmement résilients. Et de l'autre côté, renouvelable suppose le complément des importations gazières. C'est la raison pour laquelle vous avez voté pour l'inclusion du gaz dans le fonds de transition juste, et nous l'avons combattu. Donc vous voyez qui nous rend dépendants des fossiles. Et par ailleurs, sur les régimes, très largement. Je suis désolé, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, il faut qu'on parle de une partie de transfert des fonds de la PAC aux subventions à la Turquie. Donc on va peut-être éviter de se soupçonner d'alimenter des régimes étrangers qui nourrissent l'islam politique. C'est pas nous qui l'avons fait, pardon. Et par ailleurs, tous les amendements que nous avons déposés pour mettre fin aux subventions qui sont versées à la Turquie dans le cadre d'un processus d'adhésion qui est devenu un scandale moral, vous avez toujours combattu les amendements que nous avons déposés sur ce point. Donc on va peut-être pas rentrer. On vous mettra pas d'accord là-dessus. Sur le nucléaire, ce sera un autre débat. Juste sur l'Ukraine. L'Ukraine, ce qui fait peur aux agriculteurs, c'est effectivement l'élargissement qui a été décidé. Et dès maintenant, on importe, juste rappeler quelques éléments factuels et vous pourrez répondre. On importe dès maintenant, sans droit de douane, tout un tas de produits d'Ukraine, mais c'est surtout que l'Ukraine, le 4e producteur mondial de céréales, ce sont d'immenses exploitations de 500 000 hectares, parfois la taille du Jura. Ce sont aussi des salaires à 200 € mensuels et pour le coup, l'absence totale de normes phytosanitaires. Idem avec le poulet qu'on importe aujourd'hui massivement. Pour le coup, on n'y est pas du tout en termes de normes équivalentes. Est-ce qu'on ne prend pas un risque de mettre tout simplement à bas notre modèle agricole européen ? 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est pour ça que là, maintenant, a priori, cette semaine, on va obtenir de changer les règles pour remettre des tarifs, donc des tarifs douaniers, sur les importations, notamment de poulet, puisque c'est la filière qui est la plus touchée en France et en Europe, sur ce qui vient d'Ukraine. Pourquoi on est dans cette situation ? Il ne faut jamais oublier que si on est dans cette situation, c'est parce que l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Sinon, on n'aurait jamais fait tout ça. Bien. L'Ukraine est en guerre contre l'invasion russe, défend nos valeurs, et donc on a une solidarité économique légitime avec eux. Et c'est pour ça qu'on a baissé les droits de douane sur un certain nombre de productions pour leur permettre d'écouler leur production qui sinon serait restée bloquée. Maintenant, il se trouve que dans ce contexte que l'on soutient, il y a un cas particulier qui est celui de la volaille.
où la filière est totalement déstabilisée. Et ça fait 2 ans qu'on a alerté, 2 ans, par écrit, la Commission européenne en disant on est bien évidemment solidaire, mais sur ce point-là, attention, c'est trop risqué. Et c'est pour ça que maintenant, alors vous allez me dire c'est trop tard, ça fait 2 ans qu'on le dit, je suis d'accord. Mais plus 74% de poulet ukrainien. Vous pouvez me donner tous les chiffres que vous voulez, je les partage. On a même signé des questions écrites à la Commission européenne pour dire ça ne peut pas durer. Il a fallu cette crise, je suis d'accord, je pense qu'on est d'accord là-dessus, il aura fallu cette crise pour que on retrouve un point d'équilibre, parce que je pense que personne dans cette salle ne dit « Ok, on ne va plus être solidaire avec les Ukrainiens », mais qu'on retrouve le point d'équilibre qui fait qu'on remet sur un certain nombre de quotas des tarifs, voire bien distinguer ce qui vient dans nos assiettes dans l'Union européenne et ce qui transite par l'Union européenne, mais qui repart ailleurs, par exemple au Moyen-Orient. Voilà, ce travail est en train d'être fait. Je voulais rassurer la filière volaille de ce point de vue, et j'ai très très bon espoir que dans les tout prochaines heures, tout prochains jours, ce soit un dossier qui soit maintenant derrière. Xavier Bellamy, c'est une bonne chose si c'est fait. Je crois qu'Ursula von der Leyen disait qu'il n'en était pas question. Si elle a changé d'avis, c'est tant mieux. Elle n'a pas changé spontanément. Mais ce qui se pose à plus long terme, c'est l'entrée tout simplement de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui à ce moment-là sera le plus grand producteur de céréales, par exemple, en Europe, ce qui risque de bouleverser totalement l'équilibre de la politique agricole. Comment on anticipe cela, et est-ce que quelqu'un l'anticipe d'ailleurs aujourd'hui ? D'abord, il y a le sujet immédiat qui est celui que vous évoquez, que Pascal Canfin évoquait. C'est effectivement une alerte qu'on a partagée. Nous aussi, depuis 2 ans, nous écrivons courrier sur courrier, nous alertons la Commission européenne. Et c'est vrai que ça pose plus largement un problème qui, moi, m'a marqué pendant tout ce mandat. Je retrouvais l'autre jour, j'étais alors un tout nouveau parlementaire. La première intervention que j'ai faite dans l'hémicycle de Strasbourg, c'était en juillet 2019, était pour déplorer que Ursula von der Leyen n'ait pas évoqué à un seul moment dans son intervention, c'était la première intervention qu'elle faisait devant le Parlement, et qu'elle n'ait pas évoqué une fois la question de l'agriculture. Or, l'agriculture, c'est historiquement la première politique européenne, c'est aujourd'hui encore le premier budget des politiques européennes, et donc il y a d'une certaine manière, et j'avais dit dans cette intervention, que l'agriculture ne pouvait pas devenir une variable d'ajustement des politiques européennes. C'est ce qu'on aura vécu pendant une grande partie de ce mandat, et nous nous sommes battus contre cette incroyable déni de réalité. Malheureusement, c'est terrible qu'il ait fallu 2 ans pour arriver à faire en sorte que sur la question du soutien à l'Ukraine, on sorte de cet effet de bord absolument catastrophique pour nos propres producteurs. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elle, de toute façon, c'est une question qui se pose pour le moyen et long terme. En réalité, aucun pays en guerre ne va rentrer dans l'Union européenne, et l'Ukraine, bien sûr, de faire cette précision. Ne rentrera pas. C'est un vrai débat que nous avons sur la table. Nous, notre position est très claire. Nous disons que nous n'avons pas le droit, je crois, de faire de fausses promesses à l'Ukraine. Je ne crois pas que l'Ukraine puisse devenir membre à part entière de l'Union européenne, parce que vous l'avez dit à l'instant, les différences entre nos pays sont tellement grandes, tellement structurelles, que ça transformerait et même ça déstabiliserait totalement tout le continent et toutes les politiques mises en œuvre sur le continent européen. En revanche, je crois aussi que nous n'avons pas le droit de fermer la porte à l'Ukraine, parce que, peut-être certains le diront avec trop de facilité, mais les Ukrainiens aujourd'hui sont attaqués parce qu'ils veulent être européens. Et là, il y a un enjeu géopolitique. Vous parliez de la Nouvelle-Zélande. Je crois qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des accords de libre-échange pour créer des partenariats forts dans un monde où la démocratie est attaquée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le devoir de faire en sorte que toute cette région du monde, qui est aujourd'hui à l'est du continent européen, puisse être arrimée à l'Europe, probablement pas par l'adhésion pleine et entière et par le statut de membre plein et entier de l'Union européenne. Ce serait évidemment des problèmes monstrueux, y compris sur Schengen, y compris sur beaucoup d'autres éléments de ce qui fait l'Union européenne d'aujourd'hui, mais en créant une manière d'arrimer ces pays à l'espace européen d'une façon qui soit solide et qui soit en même temps respectueuse des gens qui travaillent aujourd'hui, qui vivent en Europe, qui ont le droit de pouvoir garder une forme de stabilité de nos politiques sur le continent. Et sur ce point, nous sommes totalement d'accord. Eh bien, on terminera l'émission sur un point d'accord. On aurait pu faire quasiment 2 émissions parce que c'était passionnant. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas abordées, mais je crois que c'était quand même éclairant. Merci d'avoir été avec nous, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre. Et puis vous pourrez retrouver ce débat dans le Figaro Magazine dans 15 jours. Merci, à bientôt.